Okay, so I'll be happy to show you the paper. Stop. I mean, this is beyond asinine. In Molde, Belgium, my first trip to Europe, so I can remember it, a NATO meeting did take place. NATO meetings fund all scientific meetings all over the world, even East-West at that time. Biologic meetings, scientific chemistry meetings, all kinds of meetings. Meetings about motherhood, fatherhood, everything. And what I talked about in Molde, Belgium, was in the 1960s, long before gene cloning took place, before I ever worked in virology. What I talked about was cellular transfer RNA, okay? And that's Molde, Belgium. Proceedings in the National Academy of Science, an SV40, I never published a paper in my life, an SV40, except the transfer RNA species in SV40 transformed hamster cells compared to non-transformed cells as a control. You've got pineapples, kiwis, grapes, and cherries mixed in with some other tutti frutti. I don't know what in the hell you're talking about. And excuse me. I'm a little bit tired of this kind of nonsense. Okay. Crap. And Gallo, Sarin et al. Were Lytton Bionetics researchers were your co-authors in which you combined cat leukemia and chicken sarcoma viruses to create to evaluate the leukemia sarcoma complex models. Really smart. Yes, we did. Everything was created by us, working in the laboratory. Look, just for those with some little bit of understanding of this, who care about this kind of idea. I've had a lot of things said, but I've never had anything quite like that one. There were people who thought and made postulations that, and it was not actually directed at me, this is a good one, a new one, but that HIV could have been created in laboratory experiments. There are two answers to that are definitive, conclusive, that no scientist could have deliberately created them unless he was a super genius and 10 years ahead of his time. The AIDS virus definitively existed long before molecular cloning. That's point one. Point two, we know the full sequence. The genome of HIV was published by our lab in 1985, by a group from Paris around the same time. The genome has no homology to any known existing virus in the world, except SIV, discovered after it. Has nothing to do with cats, has nothing to do with chicken sarcoma viruses. SV40 is a DNA virus that comes from little animals that can transform cells in culture, has no sequences in HIV. Further, we never worked with SV40 with those viruses together, and if we did, the whole thing would be irrelevant. And I think you need to begin with Biology 101 high school, okay? These documents, including the U.S. government contracts, best explain how AIDS emerged on two far-removed continents in black Africans and gay New Yorkers by 1978. These were precisely the populations that received the first hepatitis B vaccines, produced in Lytton's chimpanzees just 4 years earlier. By the way, the man sitting to Dr. Robert Gallo's right is Dr. Jonathan Mann. At the time, Dr. Mann was the AIDS czar for the World Health Organization. Not long after Dr. Mann witnessed my exchange with Gallo, he quit his most esteemed position, saying, quote, far more than a medical problem, AIDS is a socio-political imposition, end quote. Nous avons bien entendu. Nous avons bien entendu. Hein? Le sida, c'est eux qui ont créé ce virus pour exterminer le peuple noir. Oui. Hein? Nous avons affaire à des sionistes terribles. Des gens qui n'aiment pas l'être humain. Non. Nous allons regarder autre chose. En 1981, si je me souviens bien, la maladie n'était même pas identifiée.
Elle touchait la communauté des hommes gays à San Francisco et à New York. Les premières descriptions de la maladie étaient associées à la communauté homosexuelle. Évidemment, on ne connaissait pas la cause de la maladie. On ne savait même pas qu'il s'agissait d'un virus, d'une bactérie, d'un champignon ou encore d'un parasite. On ne savait même pas s'il s'agissait d'une maladie infectieuse. Il y avait beaucoup de théories différentes. Ce sont les chercheurs en épidémiologie qui nous ont permis de faire une avancée en identifiant des groupes à risque, des groupes qui ont commencé à prendre de l'ampleur. Nous sommes peut-être fous, mais nous espérons avoir un vaccin préventif d'ici 3, 4, 5, 6 ou 7 ans. Nous avons fait d'énormes progrès sur les anticorps qui attaquent les protéines de l'enveloppe extérieure du virus. Imaginons que ma main, c'est le virus, mes doigts représentent cette enveloppe, ces pics qui entourent le virus. En nous attaquant à ces pics, on peut bloquer l'infection, et nous avons fait tellement de progrès dans ce domaine que cela donne de l'espoir. On va y arriver. Voilà. Nous avons vu le sida, un virus créé par eux-mêmes. Et pour se faire beaucoup d'argent. Nous allons écouter un monsieur qui va parler, très important. Les 10 plus gros mensonges sur le sida. Nous allons écouter. Alors, pour éviter de pratiquer la langue de bois à propos du sida, j'ai invité ce soir le professeur Étienne de Harvan. Vous êtes, Étienne de Harvan, médecin, diplômé de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez fait votre carrière pour l'essentiel aux États-Unis et notamment à New York. Vous avez aussi enseigné à Toronto. Et vous avez publié récemment un ouvrage, alors, dont le titre est tout à fait explicite, Les 10 plus gros mensonges sur le sida. Ouvrage publié avec la collaboration de monsieur Jean-Claude Rousset, qui est un journaliste scientifique, ouvrage publié aux éditions d'Angle. Alors votre thèse, pour parler grosso modo, vous allez affiner les choses bien sûr, votre thèse c'est le sida, c'est pas du tout un virus. Et donc il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de contagion. Alors qu'est-ce qui vous permet de dire cela ? Je voudrais d'abord insister sur le fait que ce n'est pas ma thèse. Nous sommes un très large groupe, internationalement, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, un peu partout. Il y a d'autres publications sur le sujet. Il y a d'abondantes publications sur le sujet. À l'écran, nous n'allons pas parler ce soir entre médecins. Nous ne sommes pas médecins, je ne suis pas médecin. Mais je ne voudrais pas que tout ceci apparaisse comme mon opinion. C'est notre opinion, l'opinion de ceux qu'on appelle souvent les dissidents, un mot qui ne me plaît pas fort, mais qui est devenu à accepter. Vous êtes des milliers, vous dites, hein, vous êtes des milliers de scientifiques. Le groupe dont je suis actuellement le président comporte plus de 2 ou 3 000 signataires qui sont donc les membres de notre groupe et qui comprennent énormément de médecins, de biologistes, de PhD, de biologistes, de journalistes et de gens qui sont concernés par tous ces problèmes-là. Alors, le professeur Montagnier ne vous aime pas. Oh, je le connais très bien, nous avons les meilleurs, les rapports les plus courtois. Ça, j'insiste sur ce point-là. Que je l'ai rencontré souvent, y compris à Bruxelles en 2003 d'ailleurs. Mais la raison, disons, si l'on cherche à distiller l'essentiel des raisons qui ont, comment dirais-je, fait naître le doute sur l'hypothèse émise en 1883-84 de l'origine virale et en plus précisément rétrovirale du sida, les raisons du doute avaient beaucoup à voir avec le fait que, nous ne connaissons aucune maladie infectieuse dont les victimes soient très majoritairement des hommes et pas des femmes. Est-ce que vous connaissez, s'il y avait une épidémie de grippe, où on vous dirait que 95% des victimes sont des hommes, je crois que... Oui, ou l'herpès est aussi bien répandu. Vous poseriez des questions. C'est ça, vous surprendrait un peu. Oui. Alors, et c'est le cas pour le sida. C'est plutôt une maladie qui touche les hommes. Alors, si on vous disait que cette déficience immunitaire, qui est la caractéristique de la maladie, est due à la destruction de certains lymphocytes
par un certain rétrovirus. Si vous êtes très versé dans la science des rétrovirus, vous allez bondir parce que nous savons très bien que les rétrovirus ne détruisent pas les cellules qu'ils infectent. Autrement dit, l'hypothèse de départ était tout à fait scabreuse, parce qu'elle incriminait des virus d'une famille dont nous savons très bien, parce que moi je les ai étudiés pendant 25 ans à New York, que ces virus ne tuent pas les cellules qu'ils infectent. Alors on les incriminait pour détruire une certaine famille de lymphocytes qui sont hautement nécessaires à la stabilité de nos défenses immunitaires. Ça ne tenait pas debout dès le départ. Disons que ce sont les deux raisons principales qui, dès le début, nous ont fait poser de toutes grosses questions. Et ces questions ont été alors concrétisées par le professeur Peter Duesberg de Berkeley en Californie, qui est un très éminent microbiologiste pour lequel j'ai le plus grand respect, et qui, dès 87, a émis très courageusement ces idées tout à fait contraires à l'hypothèse officielle de l'origine rétrovirale du sida. Hypothèse qui a été admise avec une précipitation absolument invraisemblable. Elle a été émise essentiellement en 84 par le professeur Gallo au cours d'une conférence... Aux États-Unis, mais Montagnier en France. Hein. Oui, par le professeur Gallo au cours d'une conférence de presse qui se tenait à Washington. Et cette hypothèse a été acceptée avec une précipitation absolument dramatique. Oui, mais les moralistes s'en sont, si j'ose dire, emparés pour dire, voilà, vous avez fauté et donc vous êtes punis. Et notamment, le sida est apparu dans le discours de certains évangélistes comme la punition envoyée par Dieu contre les grands pécheurs. Or, et vous citez cette enquête dans votre livre, on a enquêté auprès des prostituées, notamment en Afrique. Je pense que c'est au Kenya, le pays que vous évoquez, et vous avez dit, bon, on a observé que les prostituées, même celles qui ne se protègent pas, ne contractent pas le sida. C'est plus qu'en Afrique. Le cas des prostituées est essentiel, parce qu'il y a eu des études extrêmement sérieuses faites en Thaïlande, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, et qui toutes concordent pour démontrer que les prostituées n'ont pratiquement jamais le sida. Les seules que l'on trouve dites séropositives sont celles qui sont en plus des droguées intraveineuses. Mais sinon, les prostituées n'ont pas le sida. Alors prétendre qu'il y a une transmission sexuelle du sida alors que les prostituées n'en font pas est tout à fait contradictoire. C'est pourtant ce que le commun des mortels, dont je suis, a gardé comme image. On se dit, le sida se transmet essentiellement par le contact sexuel. Et donc, si l'on a des contacts sexuels avec d'autres personnes que son conjoint, on risque de contracter cette maladie. Il y a des études tout à fait classiques qui ont démontré le contraire, notamment les travaux de Pagian, qui a porté sur un très grand nombre de couples dits sérodiscordants, où un des partenaires est séropositif et l'autre pas. Hein, et on n'a jamais observé je crois que cette étude portait sur 10 ans, on n'a pas un seul cas de séroconversion du partenaire séronégatif. Donc, il n'y a pas non plus de lien immédiat ou automatique entre la séropositivité de la mère et l'état de santé de l'enfant. L'enfant ne contracte pas nécessairement le sida si sa mère est séropositive. Mais les enfants naissent avec les anticorps de leur mère, nous savons tous cela, pour toutes les maladies infectieuses, et il est tout à fait normal qu'un enfant naisse d'une mère séropositive avec des anticorps correspondants, mais ça n'a aucune signification. D'ailleurs, ce test des anticorps est responsable d'une immense partie de la mésinformation au sujet de cette maladie, parce que nous connaissons une liste d'environ 70 conditions médicales qui confèrent la séropositivité et qui n'ont très strictement rien à voir avec le supposé VIH. Il y a par exemple la tuberculose, la malaria, la lèpre. Toutes sont capables de conférer la séropositivité. Alors quand vous pensez à ces trois maladies-là et vous pensez aux problèmes de la santé publique en Afrique, vous imaginez qu'on en trouve beaucoup et que ça n'a pas nécessairement quoi que ce soit à voir avec ce prétendu VIH. Prétendu VIH dont je dois vous indiquer qu'on n'a jamais vu chez aucun malade du sida. Toutes ces belles images dont nos magazines sont absolument sursaturés ne montrent jamais des virus isolés directement d'un seul patient.
En tout cas, on peut dire que le système immunitaire est parfois mis en cause, hein, qu'il y a des déficiences immunitaires, et vous dites que c'est pas nécessairement un phénomène de contagion ou de contamination, ce sont d'autres causes, vous en avez évoqué quelques-unes. Je renvoie les personnes qui sont intéressées par le sujet à votre ouvrage, professeur de Harvard, intitulé « Les 10 plus gros mensonges sur le sida », livre paru aux éditions d'Angle. Je vous remercie d'être venu à notre émission d'aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver pour une émission un peu plus longue et je vais pouvoir vous donner un contradicteur. Ce sera extrêmement intéressant. On se retrouve dans les prochains mois. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit. Voilà. Nous avons suivi. Maintenant, nous allons repartir au Congo RDC. Très important. On va repartir au Congo RDC parce que ce virus, le sida, fait immensement des ravages. Mais est-ce que ce virus est arrivé comme ça? Non. L'homme blanc. Nous allons suivre, ça fait hyper mal. This is Paddy Live! New customers get... À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, nous irons en République démocratique du Congo où près de 80% des malades ne reçoivent aucun traitement. Médecins sans frontières appellent les autorités à faire beaucoup plus contre l'épidémie. Pour la première fois depuis la création de l'Organisation de la francophonie, ce n'est plus un Africain qui en est le secrétaire général. Elle est canadienne d'origine haïtienne. Michael Jean remplacera Abdou Diouf à la tête de l'OIF dès le mois de janvier prochain. Premier concert depuis la crise en Côte d'Ivoire. Il était attendu comme le Messie. Assalfo et son groupe Magic System ont retrouvé leur ville et leur public sur scène à Abidjan. Un reportage à la fin de cette étape. 5 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. La majorité est en Afrique subsaharienne et l'un des pays les plus touchés, c'est la République démocratique du Congo, où près de 80% des malades ne reçoivent aucun traitement. Écoutez les précisions à Kinshasa de la chef de mission adjointe de MSF, Louise Roland-Gosselin. Le constat est extrêmement difficile ici. Ce matin, j'étais au centre hospitalier de MSF qui se charge du VIH à Kinshasa et 2 patientes sont mortes simplement pendant que j'étais là. C'est un constat très difficile que les gens ici n'ont pas accès au dépistage, au traitement pour le VIH et la raison, c'est que malgré en théorie la gratuité d'accès au dépistage et au traitement, la réalité c'est que les centres de santé qui sont sous-financés vont faire payer toutes sortes de frais aux patients avant qu'ils aient accès au dépistage et au traitement. Et donc les patients finissent par choisir entre envoyer leurs enfants à l'école ou payer leur traitement. Est-ce un séisme comme l'estiment certains sur le continent ou un simple changement de cap? Ah, ça fait mal. Maintenant, nous allons voir autre chose. Bonjour à tous ceux qui viennent de joindre ce direct. Nous allons suivre toujours le Congo RDC parce que c'est important.
là où vraiment la communauté internationale veut exterminer avec des êtres humains pour pouvoir avoir toute la RDC pour eux. À cause des pillages des minéraux. Ça fait mal. Tu vas le rejeter. Si je n'ai pas accepté pour les autres là, et pour moi non, un jour. Moi je là c'est un peu difficile parce que déjà aimer la cuillère dans sa bouche et la salive aussi. On peut dire que le préjugé sur le VIH/SIDA s'est quelque peu dissipé, mais la stigmatisation reste encore une réalité. Léontine est responsable au RIP+, le réseau des personnes vivant avec le VIH. Elle vit avec la maladie depuis 1997 et accepte de témoigner à visage découvert pour briser le tabou. Je sors pour m'afficher, pour pouvoir préserver les autres, pour pouvoir aider les autres. Même un simple soupçon suffit pour être rejeté. C'est pourquoi ce malade préfère garder l'anonymat. Ma femme vendait de la ticket. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit non, mais le couple qu'on a vu là-bas m'a dit que sa femme est infectée. Une semaine après, la cliente. Mondial du sida, voici SIDA, un héritage de l'époque. Les mondiales du sida, voici SIDA, un héritage de l'époque coloniale. Les maladies infectieuses représentent une menace permanente pour l'homme. SRAS, grippe aviaire, Ebola, elles semblent surgir de nulle part et sèment la panique et la mort. À ce jour, 70 millions de personnes ont été touchées par la pandémie de sida. 40 millions en sont mortes. Depuis de nombreuses années, une équipe de chercheurs traque les origines du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. D'où viennent ces agents infectieux? Quelle est l'histoire de leur diffusion? Des scientifiques ont entrepris un voyage dans le temps pour répondre à l'une des questions les plus brûlantes de notre époque. Comment naissent les pandémies? Et comment peut-on les endiguer à l'avenir? « 1981. Une maladie inconnue se propage sur la côte ouest des États-Unis. Les premières hypothèses évoquent un mystérieux cancer gay, un soupçon qui repose davantage sur des préjugés que sur des observations médicales. Scientists at the National Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Le nom de la nouvelle maladie sera désormais synonyme de terreur. This condition is called AIDS. La fable du cancer homosexuel est rapidement mise à mal par des faits médicaux avérés. Il s'agit d'un virus, ce qui n'empêche pas chez certains des manifestations d'hostilité, voire de haine. You're the ones that are committing murder. It's because of you that this disease is spreading throughout the country. Mais le virus touche à présent aussi les prostituées et les toxicomanes, et passe même dans les transfusions sanguines. Désormais, on sait que le sida est une maladie qui peut toucher n'importe qui. Elle est provoquée par un virus qui détruit le système immunitaire, le VIH.
L'Europe n'est pas épargnée. Dès 1982, dans le port belge d'Anvers, un jeune médecin soigne des patients dont les symptômes correspondent au sida. À l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, nous avons commencé à traiter de plus en plus de patients d'Afrique centrale, autant des Africains que des Européens qui vivaient là-bas. Tous sont morts d'une combinaison très complexe de ce qu'on appelle aujourd'hui les infections opportunistes. La majorité de ces patients vient de Kinshasa, la capitale de ce qui est encore le Zaïre et qui deviendra la République démocratique du Congo. Peter Piot décide de s'y rendre. Sur place, il ne peut que constater l'étendue de l'épidémie. Quand j'ai mis les pieds à l'hôpital Mamayemo en 83, j'ai immédiatement vu que les salles étaient remplies de malades du sida. Les femmes sont touchées autant que les hommes. En quelques jours, Peter Piot diagnostique des dizaines de cas, preuve que l'épidémie sévit depuis longtemps. Mais le médecin ne pourra pas déterminer depuis quand. Ce qu'il sait en revanche, c'est que l'avenir s'annonce très sombre. J'ai respiré un bon coup et j'ai dit « c'est une épidémie hétérosexuelle. Nous avons un très gros problème. » Mais son cri d'alarme est ignoré. Alors que les revues spécialisées continuent d'ergoter sur la mystérieuse maladie homosexuelle, les théoriciens du complot incriminent la CIA ou des vaccins contaminés. Pendant ce temps-là, le nombre de victimes du VIH ne cesse d'augmenter. Le virus emprunte des réseaux souterrains. Les 70 millions de personnes qui ont contracté le VIH sont toutes connectées entre elles d'une manière ou d'une autre. Rapports sexuels, partage de seringues, transfusion de sang contaminé ou transmission par la mer. C'est vertigineux, parce que ce sont les seules possibilités. Ils sont tous connectés, mais c'est invisible. Et si c'était l'histoire turbulente du continent africain qui avait tissé ces réseaux invisibles? Et si le VIH était un passager clandestin bien plus ancien que nous le pensions? Le médecin belge Dirk Tuyven a toujours cru en cette hypothèse, sans jamais pouvoir la prouver. Il a décidé de retourner au Congo à la recherche de traces anciennes du virus, antérieures à celles des années 80. La résolution du mystère des origines du VIH pourrait contribuer à prévenir d'autres pandémies. Pourtant, son initiative soulève des doutes. On m'a dit que c'était une idée complètement farfelue, que j'étais fou, que le Congo avait connu tellement de révolutions qu'il ne devait rester aucune trace du passé. Mais comme je suis têtu, j'y suis allé quand même. Une histoire commune douloureuse unit la Belgique et le Congo. Et si cette histoire était justement l'une des clés permettant de comprendre la pandémie? Le Congo a été une colonie belge, un territoire aussi grand que l'Europe occidentale en plein cœur de l'Afrique. Au milieu des années 1880, les puissances coloniales européennes se partagent le gâteau africain. Le roi des Belges Léopold II s'assure le Congo, non pas au nom de son pays, mais à titre personnel. Il détient désormais une colonie privée 70 fois plus grande que son royaume. Il nomme son territoire État indépendant du Congo. Les missionnaires sont chargés d'y apporter la bonne nouvelle et le libre-échange, la prospérité. Mais en réalité, seul le roi et une poignée de marchands attitrés en profitent. Ils commencent par jeter leur dévolu sur l'ivoire. Puis ils s'attaquent aux forêts qui regorgent de bois. Et surtout, il y a le très précieux caoutchouc. Sa récolte est pénible, mais l'industrie automobile naissante en réclame sans cesse davantage. La très pompeuse mission civilisatrice du roi Léopold II n'est en réalité qu'une exploitation sans vergogne des ressources naturelles. Un chemin de fer est construit pour acheminer les richesses jusqu'à la côte atlantique. Son chantier coûtera la vie à des milliers d'ouvriers. Au tournant du siècle,
le Congo est bien ce cœur des ténèbres dont parle Joseph Conrad. Un État soi-disant indépendant qui en réalité repose sur un régime esclavagiste. La chicotte, un fouet en lanière de cuir d'hippopotame ou de rhinocéros, attend les rebelles et les récalcitrants. C'est aussi de cette époque que datent les cas signalés de mains coupées à des vivants. Mais les témoignages sur les atrocités s'accumulent et soulèvent l'indignation de l'opinion publique en Europe. Sous la pression, Léopold II finit par céder sa colonie à l'État belge en 1908. Malgré cette histoire mouvementée, le Congo et la Belgique se considèrent aujourd'hui comme des amis. À Kinshasa se trouve encore une grande statue équestre du roi Léopold II. Tandis que celle de son représentant sur place, Henry Morton Stanley, n'a pas eu droit aux mêmes égards. Depuis cette époque, la situation politique du pays ne s'est jamais apaisée. Dans la capitale Kinshasa, située sur les rives du puissant fleuve Congo, les premiers cas de sida dateraient du début des années 1960. Est-ce l'histoire mouvementée du pays qui a permis au VIH de se frayer un chemin jusqu'en ville ? C'est l'hypothèse audacieuse de Dirk Tuyven. En tant que Belge, il connaît le pays et son histoire. Et il pense y trouver la clé des origines du VIH. Comment ça va? Encore dans nos murs. Quel plaisir de te revoir. Nous sommes au laboratoire d'hallucinopathologie de l'université de Kinshasa. Dirk Tuyven a dans ses bagages une substance qui est rare au Congo, mais indispensable à ses recherches. Depuis les années 1940, on prélève au Congo des tissus de personnes malades ou mortes. Ici, une tumeur du sein est décrite et archivée pour être étudiée plus tard. Plus marge profonde de résection chirurgicale. Les prélèvements sont soigneusement coulés dans de la paraffine. Ils pourront se conserver indéfiniment, malgré le climat tropical et l'absence de congélation. Les blocs de paraffine ne conservent pas seulement les tissus cellulaires, mais aussi tout virus qui s'y trouve, quel que soit son âge. Si Dirk Tuyven parvenait à trouver des prélèvements anciens, il pourrait remonter la piste du VIH. Cela offrirait également à la science l'occasion d'étudier une forme ancienne du virus. L'intérêt est immense. Plus nos connaissances archéologiques seront étoffées, mieux nous pourrons comprendre comment le virus a évolué avec le temps, ce qui pourrait se révéler d'une grande utilité pour le développement des vaccins. De grandes entreprises pharmaceutiques dépensent beaucoup d'argent pour reconstituer le virus ancestral à l'aide de modèles mathématiques. Mais peut-être qu'il se trouve tout simplement ici. Pourquoi ne pas oser ce rêve? L'espoir de Dirk Tuyven est loin d'être infondé. Il existe au moins un exemple connu d'un bloc de paraffine ancien contenant le VIH. Il daterait de 1960. S'agit-il de l'un des tout premiers cas positifs de l'histoire? Ou n'est-il qu'un maillon dans une chaîne dont l'origine est beaucoup plus ancienne? À l'Institut national de recherche biomédicale, le seul laboratoire de haute sécurité du Congo, Dirk Tuyven a rendez-vous avec un ami qui pourrait l'aider dans sa quête d'échantillons. Le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum a consacré sa vie à la recherche sur les maladies infectieuses. Il est l'un des découvreurs du virus Ebola. Jean-Jacques Muyembe Tamfoum connaît tous les hôpitaux du pays. Il propose de suivre une première piste. Ça va? Et le voyage? Ça a été. Ça a été? J'ai téléphoné au technicien de laboratoire de Mayemo. Alors il m'a dit il est possible, hein, mais c'est dans le sous-sol. Et là il y a une inondation. Il dit il y a une inondation, c'est obscur, c'est difficile d'y entrer. C'est dans ce même hôpital que Peter Piot avait constaté des dizaines de cas de sida en 1983. Mais il n'avait jamais pu déterminer l'ancienneté de l'épidémie. Dès les années 1940, le Mama Yemo possédait un département d'anatomopathologie qui archivait des prélèvements de tissus dans des blocs de paraffine. Un jour, ces archives ont été transférées à la cave.
Comment espérer retrouver une collection de blocs de paraffine de la taille d'un dé à coudre dans ce capharnaüm? Oui, c'est impossible s'il y a de l'eau, vraiment il y a plein de l'eau. Ce sont de l'eau infectée, ce sont de l'eau qu'on utilise dans d'autres services comme hématologie, biochimie, qui descendent directement ici. Les hommes risquent l'électrocution à tout instant. Il y a du courant qui alimente toute la maison. Ils finissent néanmoins par trouver une vieille caisse rouillée pleine de boîtes en carton contenant effectivement des échantillons tissulaires. C'est donc ici que semblent avoir échoué les archives. Mais ces prélèvements seront-ils suffisamment anciens pour éclaircir le mystère des origines de la pandémie? Tout ça sont des moules. Ça c'est quelle année? 73. Dirk Teuven a demandé à Delphine Massichini de l'accompagner. Elle travaille depuis de nombreuses années dans un laboratoire d'anatomie pathologique et pourra dater précisément les blocs de paraffine. Le médecin espère avoir trouvé des prélèvements des années 1960, voire plus anciens. Si le virus était en effet déjà largement répandu à l'époque, il devrait être présent dans certains de ces blocs. Le simple fait que ces échantillons existent est déjà encourageant. Nous avons ici des blocs de 1974. Alors certes, les échantillons datent de 1974, et on peut dire que ce n'est pas la date la plus intéressante. Mais au moins, c'est un premier pas dans la bonne direction. Seuls des prélèvements plus anciens permettraient de soutenir la thèse de Dirk Teuven, à savoir, si le sida a pu devenir pandémique, c'est parce qu'il s'est longuement et discrètement développé en amont, des décennies avant 1981. Mike Orobi est biologiste évolutionniste à l'université d'Arizona. Il va chercher à identifier le VIH dans les échantillons de Dirk Teuven. En analysant le génome du virus, il compte déterminer la date à laquelle la première victime a été touchée. C'est l'une des plus importantes pandémies de l'histoire de l'humanité. Et je cherche à comprendre son évolution sur le long terme, grâce à la comparaison des séquences génétiques. C'est comme construire un arbre généalogique qui remonte jusqu'au tout début de la pandémie. La question est fascinante. Où, quand et comment cette chose qui semble avoir débarqué de nulle part dans les années 80 est-elle née? Un moyen d'approche consiste à remonter le temps à l'aide d'échantillons de différentes époques. Plus les virus contenus dans les échantillons... Comparaison des séquences génétiques. C'est comme construire un arbre généalogique qui remonte jusqu'au tout début de la pandémie. La question est fascinante. Où, quand et comment cette chose qui semble avoir débarqué de nulle part dans les années 80 est-elle née? Un moyen d'approche consiste à remonter le temps à l'aide d'échantillons de différentes époques. Plus les virus contenus dans les échantillons seront anciens, meilleures seront les chances pour Mike Orobi de remonter avec précision jusqu'à l'origine de la pandémie. Il faut donc poursuivre les recherches au Congo et trouver d'autres hôpitaux susceptibles de conserver des prélèvements anciens. Après la reprise du Congo par l'État belge, l'exploitation des richesses se poursuit, mais des efforts sont faits pour réformer la colonie. On construit des hôpitaux, on forme du personnel médical. Différents départements d'anatomie pathologique sont créés à travers le pays. À partir des années 1940, tous commencent à archiver des échantillons de tissus dans des blocs de paraffine. L'un de ces départements est situé non loin de la ville de Mbanza Ngungu, un important nœud ferroviaire. Le chemin de fer dont la construction avait coûté tellement de vies humaines est aujourd'hui dans un état déplorable. Mais l'hôpital et son département d'anatomopathologie existent toujours. Et les médecins continuent d'y prélever des échantillons de tissus humains. Bon, est-ce que je la remplir et vous gardez vos blocs
Classé où? Il se trouve dans les tiroirs ou... Venez ici. Ouais. En principe, les archives devraient remonter jusqu'aux années 1950. Le département ayant été rénové il y a quelques années, une partie des blocs de paraffine a été rangée ici. Mais les plus anciens n'ont qu'une dizaine d'années. Et vous n'avez pas par hasard des blocs plus anciens quelque part? On peut voir un des anciens chefs de laboratoire qui est à 5 minutes d'ici. Nous sommes dimanche. L'ancien chef de laboratoire est à l'église. Papa, ça va? Ça va bien, hein? Enchanté. Installe-toi. Nous sommes venus là, nous cherchons des blocs de paraffine. On n'a pas déplacé les choses. On n'a pas déplacé? Non. Il avait tout laissé là? Non, on a tout laissé. Quand je quittais, des choses étaient là. Moi, j'ai quitté en 96. J'ai quitté en 96. L'ancien chef du laboratoire est donc parti à la retraite en 1996, avant la réhabilitation des lieux. Il suggère d'explorer la salle où sont archivés les dossiers médicaux. Ok. Holy, mon Dieu. Regardez-moi ça. 1985, 84. Ce sont des archives médicales tout à fait normales. Enfin, normales. Personne n'aimerait avoir à chercher son dossier ici. Incroyable. Certains dossiers sont très anciens. Des échantillons de tissu ont certainement dû être prélevés à l'époque. Peut-être sont-ils stockés ici. L'équipe découvre une vieille malle. Vas-y, vas-y. Allez, maintenant on peut ouvrir. Moi j'en sais rien. Rien, hein? Ah, mais au moins on a... Ben oui. Encore une fois, des dizaines d'années de travail anatomopathologique ont été manifestement perdues. Au revoir, hein, et merci. Les deux médecins ne connaissent que trop bien le manque de moyens chroniques des hôpitaux congolais, constamment obligés d'adopter le système D. Il est fort probable que les anciens blocs de paraffine aient été refondus pour pouvoir conserver de nouveaux échantillons. Peut-être même n'existe-t-il plus d'échantillons anciens susceptibles d'abriter le VIH. Il reste un dernier espoir, le département d'anatomopathologie de l'université de Kinshasa. Ça, c'est une bonne idée. Comme ça, on vous écrit aussi. Créé dans les années 1950, il a rapidement acquis une place prépondérante dans le pays. Bonjour, ça va? C'est Dirk? Oui. Hein? Eh bien, et alors on va continuer la discussion par téléphone. Et ceci est le laboratoire, ça c'est le musée. Ah, ça c'est le musée, oui. Voilà. Ah, ça c'est le musée. Ça c'est bien, vous voyez? Mais si c'est bien classé, parce que ça devient comme les musées naturels. Jean-Jacques Mouyembe Tamfoum connaît bien les lieux. C'est ici qu'il a découvert il y a quelques années un échantillon contenant le VIH et datant apparemment de 1960. Mais il n'a jamais réussi à mettre la main sur les fonds d'archives complets. Il y a des clés. Oui. Ok, voilà. Oh là, voilà. Et bon, maintenant c'est devenu une armoire pour les archives, hein. Finalement, Delphine Massikini, qui travaille ici comme laborantine, fait une découverte. Les rapports médicaux concernant les patients à qui on a prélevé des tissus. Un simple coup d'œil, et Dirk Teuven repère des cas qui correspondent aux symptômes du sida.
C'est de ce côté-ci. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres archives ici, tu crois? Comme ça? Non? C'est quoi ici? C'est quoi ça? Ici, tu as des binders de 58. Ici, tu as 54. Est-ce qu'il y a 54? Est-ce qu'il y a encore... Ce sont des protocoles de 54. Regarde. Les rapports décrivent méticuleusement les symptômes de milliers de patients. Il reste maintenant à trouver les échantillons correspondants pour démontrer qu'il s'agissait bien de cas de sida. Chez nous, on peut retrouver le bloc parce qu'il y a encore des tout, comme on a tout mis là-bas, on peut le retrouver. Ici, hein. Alors, est-ce que tu as encore quelque part des archives? Oui, il y a des blocs. Ce qu'ils ont enlevé pour mettre leur armoire et puis... On va une fois regarder, on peut une fois regarder. Est-ce que toi, tu as mis les blocs là-bas? Non? Qui les a mis là-bas? On peut entrer là? Oui, c'est ça. Il y a super. Un peu de problème ici. Oh là là. Wow. Ton hypothèse comme quoi les blocs n'ont pas été jetés... Non, les blocs ne sont pas jetés. Peut-être rangés par les rats, mais les blocs sont là. Oui, tout ça. Vous voyez tout ça, on a même les blocs, les lames, tout. On n'a rien jeté. Même, on a eu parfois des inondations ici avec de l'eau, mais tous ces blocs-là, on les garde toujours. Ce débarras semble donc renfermer le trésor tant convoité. En premier lieu, il s'agit d'identifier chaque bloc à l'aide des dossiers correspondants. Comment dit? Il ne reste plus qu'à espérer que les plus anciens datent effectivement des années 50. Delphine Massikini analyse les tissus au microscope et compare les numérotations. Il faut qu'on vérifie, parce que comme on avait fait l'autre jour, hein, on a regardé les lames, est-ce que ça correspondait avec le bloc et le protocole. Les lames qui sont là. Oui, les lames qui sont là, alors ils ont les mêmes numéros, mais ça ne correspondait pas. Malheureusement, les échantillons les plus anciens ont disparu. Il semble qu'à un moment donné, la numérotation ait été reprise à zéro. C'est 63. J'ai bien peur que nous n'arrivions jamais à remonter jusqu'à 1956 et avant. Nous sommes peut-être dans une impasse. Au moins ont-ils trouvé des milliers d'échantillons datés du début des années 1960. Ces échantillons sont peut-être tout aussi importants. Plus nous disposerons de données sur cette période, mieux nous pourrons situer les cas de VIH anciens. Reste à savoir lesquels de... Mike Worobi va passer de nombreux mois à analyser près de 200 échantillons, une infime fraction du stock retrouvé à Kinshasa. De ces résultats dépend l'avenir de la recherche sur les origines du VIH. Thank you. Thank you. Bon appétit. I think we're going to get a lot of Ces échantillons des années 1960 sont très prometteurs. 1960s samples. So, Celui-ci, par exemple, il est positif, il n'y a pas de doute possible. 3 échantillons ont déjà été testés positifs. Mike Worobi est même parvenu à reconstituer le génome complet du virus qui circulait au début des années 1960 à Kinshasa. it's another indication that by the 1960s, Le fait de disposer de plusieurs échantillons positifs tend à montrer qu'une épidémie de sida était bel et bien en cours à Kinshasa au début des années 1960. and it's getting to the point now where
Quand nous avons entrepris ce projet, on nous prédisait que nous n'allions trouver aucun échantillon. Aujourd'hui, nous en avons déjà au moins 3, qui nous donnent à voir l'état de l'épidémie à Kinshasa fin des années 1950, début des années 1960. Et l'épidémie était déjà bien avancée. L'année 1960 devait marquer le début d'une nouvelle ère pour ce pays si malmené. On June 30, 1960, King Baudouin of Belgium journeyed to Leopoldville to proclaim the independence of the Belgian Congo. Mais tandis que le pays fêtait, le VIH agissait dans l'ombre. 3 échantillons positifs sur 200 signifient que Kinshasa, à cette époque, devait déjà compter des centaines, voire des milliers de cas. Au lendemain de l'indépendance, le pays se déchire. Une guerre civile éclate et les milices font régner la terreur. L'exode de population entraîne un effondrement des structures sociales. Dans la tourmente, la nouvelle maladie infectieuse échappe à la vigilance des médecins. D'autant plus que les premiers symptômes n'interviennent qu'après une longue période d'incubation. Le sida est entré dans la conscience du public au courant des années 1980. Mais nous disposons maintenant de preuves directes qui démontrent que l'épidémie s'était déjà propagée dans les années 1950 et 60. Kinshasa comptait alors déjà de nombreuses personnes infectées. L'épidémie constatée pour la première fois à Kinshasa en 1983 a donc une histoire nettement plus ancienne. Si le sida y sévissait déjà dans les années 60, les premiers cas de contamination doivent remonter à une époque bien antérieure. Qu'est-ce qui a pu amener le virus en ville? Et d'où venait-il? À Philadelphie, Dirk Toiven a rendez-vous avec Béatrice Hahn, qui étudie comment de nouveaux agents pathogènes s'introduisent chez l'homme. Elle pense même pouvoir identifier le lieu où s'est produite la toute première infection d'un humain par le VIH. Nous avons voulu remonter à la source pour comprendre ce qui s'est passé exactement. J'ai commencé par définir la signature moléculaire du virus. Une méthode pour y parvenir consiste à le comparer à ses parents les plus proches. Dès le début, nous avons été convaincus qu'il fallait chercher du côté des virus qui infectent les primates. Et en effet, le premier isolat d'un virus que nous avons réussi à identifier provenait d'un chimpanzé captif. Des études de terrain en Afrique ont montré que la consommation de primates facilitait la transmission d'agents pathogènes d'une espèce à l'autre. Cela a été le cas d'Ebola comme du VIH. Il suffit d'une blessure ouverte au moment du dépeçage de l'animal et d'un contact sanguin. On appelle cette transmission de l'animal à l'homme la zoonose. Mais où a-t-elle pu avoir lieu? L'habitat des chimpanzés correspond à une zone immense, située au nord du fleuve Congo, et qui s'étend de la côte atlantique jusqu'en Afrique de l'Est. Un jour, quelque part dans ces forêts, quelqu'un a été infecté par un virus qui s'est ensuite propagé dans les organismes de 70 millions d'êtres humains. Les scientifiques cherchent maintenant à déterminer le lieu exact de la transmission. Les pygmées connaissent parfaitement la forêt et ses habitants. Ils sont à la recherche de chimpanzés, ou plus exactement, de leurs excréments. Un médecin militaire dirige l'expédition menée au Cameroun. Il y a des jours où on fait plusieurs jours de suite sans découvrir sans faire le moindre prélèvement. C'est quelque chose de difficile, quelque chose qui a nécessité plusieurs années avant d'arriver à ces résultats-là. Mais aujourd'hui, les pygmées trouvent une piste. Les chimpanzés qu'ils ont mangés ici. Ça fait environ combien de jours qu'ils ont mangé? Ça fait 2 jours. Les chimpanzés peuvent être porteurs d'un virus qui est une sorte de forme primitive du VIH. Comme il est très difficile de faire des prises de sang à ces animaux farouches, les chercheurs collectent leur sel. On les trouve généralement sous les nids que les chimpanzés construisent chaque soir dans les cimes des arbres.
Je vois un nid là-bas. Je vois un nid à plus de 20 mètres d'auteur, là-bas. Donc il faut qu'on regarde un peu le bas là. Ce nid vient à peine d'être abandonné par un chimpanzé. Il y a là des urines fraîches encore. On sent bien l'odeur, ce qui montre que ce sont des selles fraîches, en tout cas moins de 24 heures. On peut estimer à peu près à 6 heures ces selles. 6 heures de temps, oui. Les selles fraîches seront conservées dans un liquide spécial de manière à pouvoir détecter le VIS, le virus de l'immunodéficience simienne. Les membres de l'expédition inscrivent également les coordonnées géographiques du lieu sur les tubes, ce qui permettra d'établir une cartographie des virus détectés. Puis les tubes seront envoyés à Philadelphie. Bien fait. L'analyse s'effectue selon une logique simple. Le virus simien le plus proche du virus humain doit très probablement être celui que le chimpanzé a transmis à l'homme. S'il est envisageable de localiser la transmission, c'est parce que les chimpanzés occupent le même territoire sur plusieurs générations. Les communautés de chimpanzés sont relativement sédentaires, soit à cause des frontières naturelles comme les rivières, ou alors parce que leur habitat est fragmenté et que la chasse les contraint à rester. Donc les virus restent aussi. Ce qui permet d'affirmer que le berceau de la pandémie se trouve là où l'on rencontre la forme du VIS, la plus proche du VIH. Suivant ces données, la première transmission a eu lieu dans une zone reculée du Cameroun, à plus de 1000 km de Kinshasa. Dirk Toyven aurait-il suivi la mauvaise piste? Et quel est le lien entre ces deux lieux? Comment le virus a-t-il pu descendre d'ici jusqu'à Kinshasa? Est-ce l'un des premiers individus contaminés qui a effectué ce long périple? Ou s'agit-il d'un processus se déroulant sur plusieurs dizaines d'années? Et si les origines du VIH remontaient à bien plus longtemps que le milieu du XXe siècle? Seul Mike Worobi peut répondre à cette question. Voilà. En effet, le biologiste américain a fait un constat. Avant de démarrer. Nous avons vu, mais les Occidentaux, 666, avec leur système de créer des virus, ils créent des virus pour exterminer le peuple noir. Le sida n'est pas une maladie de Dieu, non. C'est créé par l'homme blanc dans des laboratoires militaires. Ils créent ces virus et ils envoient en Afrique. Mais le plan, c'est le plan à long terme. Ils tuent le peuple au Congo RDC depuis, pour les pillages immenses des minerais. L'Europe doit fonctionner, les États-Unis et ainsi que d'autres pays. Mais le Congo RDC, le Congo Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, le Togo, le Centrafrique, tous les autres pays doivent vivre très très bas. Tout est calculé. La destruction massive de l'Afrique. Un Congo RDC sans les Congolais est un Congo meilleur pour les Occidentaux. Et il faut exterminer les populations. Comment vous pouvez expliquer 85% des malades au Congo RDC n'ont accès à aucun comprimé, à aucun soin? Mais c'est pour effacer les populations. C'est pour les effacer. Nous avons affaire à double crime contre l'humanité au Congo RDC.
Mais voilà pourquoi les gens m'attaquent. Les gens m'attaquent parce que je parle des sujets clés. Vous avez pas mal des Noirs, des Africains qui travaillent pour l'Occident. Vous avez pas mal des Noirs qui travaillent pour l'homme blanc sioniste. Mais la vérité doit être dite. On m'attaque pas comme ça, non. Rendez-vous compte. Pas mal m'attaquent sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on m'attaque? Mais parce que je suis une personne qui